Non, mais tu comprends pas, j'ai une maladie qui exige que chaque troisième vendredi du mois, le soir à la pleine lune, je mange un steak de cheval, sinon mon foie se désagrège et commence à irradier des ondes gamma, ce qui provoque en fait une dégénérescence de tous les autres organes. Mais sinon, je t'assure, j'aurais arrêté de manger de la viande. Mais là, enfin, tu comprends bien que je peux pas, c'est une question de vie ou de mort. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire que j'espère que cette vidéo ne sera pas trop saoulante. Je vous préviens, ça va partir dans tous les sens parce que je vais essayer de vous partager ma réflexion. Alors d'avance, désolée si je perds le fil parfois. Ne vous en faites pas, à la fin du compte, on va revenir au sujet prévu initialement dans le titre. J'avais besoin de vous en parler à cœur ouvert de cette problématique de la méchanceté. Si on mange des produits animaux, est-ce qu'on est méchant ? Cette vidéo m'a été inspirée par les commentaires que je reçois régulièrement sur les réseaux sociaux de personnes qui mangent de la viande et qui tiennent absolument à ce que je le sache. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est important pour eux. On sent tout de même chez eux une petite pointe de culpabilité et un besoin de rompre la dissonance cognitive que fait naître le fait de manger de la viande lorsqu'on sait comment les animaux destinés à finir dans nos intestins sont élevés. Je n'ai pas la prétention d'être une grande philosophe et c'est avec beaucoup d'humilité que je vous livre ici mes pensées. Je vous invite par contre à aller visionner la conférence de l'Université de Genève qui s'intitule « Est-il loisible de manger cher ?» Réflexion antique sur le végétarisme. C'est une conférence qui dure un peu plus d'1 heure et qui vous explique que les érudits de l'Antiquité refusaient bien souvent de manger de la chair animale. Je vous mets le lien en description. J'ai remarqué que dans la situation actuelle, les gens ont tendance à se monter les uns contre les autres. Il y a toujours deux groupes, comme dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, les végétaliens et ceux qui mangent des produits animaux. Alors qu'à la base, le mouvement vegan, c'est un mouvement de paix et d'amour. Ne plus faire souffrir les animaux, qu'est-ce que c'est ? En fait, sinon exprimer notre amour des animaux et du vivant en général. J'aimerais commencer ma réflexion sur la condition de l'être humain. L'humain n'est pas très doué sur le plan sensoriel, ce qui représente beaucoup d'inconvénients dans la vie sauvage, dans la vie dite naturelle. Ça a donc obligé l'homme à vivre en groupe. Ce qui veut dire que l'homme est un animal social par obligation. L'homme est donc dans la peur constante de manquer de nourriture, vu que c'est un animal frugivore qui a de grands besoins énergétiques. Et vu qu'il n'a physiologiquement aucun moyen de se défendre de ses prédateurs, il a également de grands besoins de protection. À l'état naturel, l'homme n'est pas un prédateur, il est une proie. Donc, si on réfléchit bien, une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est d'être rejeté par ses semblables. Car seul, il est à la merci de la nature. Il n'a pas de protection du groupe. Donc, s'il ne veut pas être rejeté par le groupe qui le protège et l'aide à se nourrir, il doit penser comme tout le monde. Parce que du moment où vous pensez différemment, vous êtes différent et donc susceptible d'être mis à l'écart du groupe et donc d'être en danger. On peut également coupler ça avec la réflexion de se dire que ce n'est pas parce qu'ils sont beaucoup à avoir tort qu'ils ont raison, si vous voyez où je veux en venir. Bref, tout ça pour vous dire que nos peurs ancestrales nous maintiennent dans un état de dépendance. Si je peux ramener ça au contexte actuel, certains ont peur de perdre leur liberté, d'autres ont peur qu'on glisse vers un régime totalitaire, et d'autres encore ont peur de tomber malade, de mourir ou de rester handicapé à vie, etc. Tout est régi par la peur. L'homme, s'il n'avait pas découvert les outils, les vêtements et le feu, n'aurait pas pu survivre partout. Vu que son biotope naturel, c'est les pays chauds et humides où poussent les fruits à profusion. Le résultat de tout ça, c'est que maintenant, nous n'avons plus assez d'ensoleillement pour synthétiser suffisamment de vitamine D. Et donc, 70% de la population est carencée en vitamine D. Et nous devons nous complémenter du mois d'octobre au mois de mars. Des exemples biologiques comme celui-ci, j'en ai des tas. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'était pour bien vous montrer qu'actuellement, nous ne vivons pas là où nous devrions vivre. Pour en revenir au fait que l'homme a peur de manquer de nourriture et également de protection. Cela va le conduire à avoir un esprit de conquête. Il va vouloir être le plus fort, car le plus fort, le plus puissant, c'est celui qui est considéré comme le plus apte à protéger les autres et donc à les dominer. Mais en parallèle,
le plus puissant. C'est aussi celui qui a une espérance de vie la plus courte. Avant, l'homme se mettait constamment en danger en allant chasser des animaux sauvages et en essayant de conquérir de nouveaux territoires. Et de nos jours, où nous vivons dans la prospérité, nous continuons à vouloir garder cet état à l'encontre même de notre biologie. Et donc, cette notion de force est à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui la méchanceté. On voit bien que ce qui est à l'origine de toute cette méchanceté, de ce que l'on appelle la méchanceté envers les animaux, c'est finalement la peur de l'humain de manquer de nourriture. Mais si on regarde bien, à la base, l'homme n'est pas seulement méchant envers les animaux, il est également méchant envers ses semblables. Raison pour laquelle on a dû mettre en place des lois. Des lois qui sont censées prévenir la méchanceté des hommes les uns envers les autres. Des lois efficaces ou non. Des lois qui à la base étaient des lois religieuses. Je dis religieux parce que dans la Bible, par exemple, il est tout de même noté que Dieu nous a donné les fruits des arbres et qu'il nous a dit « ceci vous servira de nourriture ». Toujours d'après la Bible, les animaux auraient été créés pour être les compagnons de l'homme et non pas sa nourriture. Et autant dans la religion que dans la vie de tous les jours, vous noterez que la punition est toujours réactionnelle. Elle n'est jamais préventive. C'est exactement la même chose avec la nutrition. C'est seulement du moment où vous aurez mangé d'une façon délétère pour votre santé pendant quelque temps que vous en subirez les conséquences. Je ne sais plus quel médecin disait, je crois que c'était le docteur McDougall, sauf erreur, je suis désolée, je ne me souviens plus. Il disait que si les gens avaient des conséquences directes sur leur santé le lendemain d'avoir mangé un certain aliment, si par exemple ils faisaient un AVC à chaque fois qu'ils mangent du bacon, eh bien ils arrêteraient d'en manger. Et c'est là qu'on voit que la médecine préventive loupe son objectif, vu que c'est seulement ceux qui vont s'intéresser à la nutrition, et en général ce sont ceux qui ont déjà eu des problèmes de santé auparavant, seuls ceux-là vont prendre en compte les conseils de ces médecins et changer leur alimentation. Et ainsi éviter les maladies. Alors qu'en parallèle, ce sont ceux qui ne s'y intéresseront jamais qui auraient le plus besoin de ces conseils. Et donc, si on veut progresser dans notre société vis-à-vis de l'alimentation, ça va se faire au travers d'une transgression de la loi établie. Et là, quand je parle de loi, je parle de règles. Ce sont des règles tacites, à savoir ce qui se fait communément, ce qu'on nous apprend à l'école, la pyramide alimentaire par exemple. Si vous ne voulez pas avoir de carence, si vous ne voulez pas tomber malade, mangez 3 produits laitiers par jour, mangez de la viande, mangez du gras, etc. En réalité, mangez ce que mangent les gens et qui les rend malades actuellement. Le problème avec ces règles tacites, c'est que c'est une loi qui est le reflet d'un lieu et d'un instant. La pyramide alimentaire que nous connaissons aujourd'hui date de 1992 et a été révisée en 2005 et depuis plus rien. Époque où nous mangions un peu moins mal que ce que nous mangeons actuellement et où nos connaissances en nutrition étaient bien moindres qu'actuellement. Puisque par exemple, en 50 ans, la consommation de viande a presque doublé. Bref, je m'égare, revenons au sujet qui est: est-ce que les gens qui mangent des produits animaux, qui mangent de la viande et qui indirectement exploitent des animaux sont des gens méchants? Je vous ai parlé dans beaucoup de vidéos du déni de responsabilité, qui est un concept psychologique qui est parfaitement bien représenté par la consommation de produits animaux. Je vous donne un exemple parce que c'est le plus parlant selon moi. Lors de la guerre 39-45, pardon, je minimise dangereusement là. Donc pendant cette période, lorsque le grand chef d'État que nous connaissons tous détournait les yeux, ne voulait pas être présent et voir de lui-même les souffrances qu'il faisait subir au peuple et minorités qu'il avait dans le collimateur, les personnes en charge d'exécuter ses ordres et donc d'accomplir ses horreurs à sa place étaient elles-mêmes dans le déni. D'ailleurs, petite parenthèse, j'y pense maintenant, le mensonge est un outil de la méchanceté. Petite parenthèse fermée. C'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui avec les animaux. Pourquoi les abattoirs sont des lieux si cachés, si mystérieux? Qui rêve d'aller visiter un abattoir pour assister à la mise à mort des animaux? D'ailleurs, savez-vous combien de temps une personne arrive à tenir le coup dans un abattoir lorsqu'elle y travaille? Pas très longtemps. Et en général, ce sont des intérimaires.
Combien de personnes vous disent que s'ils devaient tuer eux-mêmes des animaux, ils deviendraient végétariens? C'est ça le déni de responsabilité. Ça évite la dissonance cognitive, car notre cerveau a besoin de faire un lien logique. Il a besoin de comprendre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expérience de Milgram. Ça, c'est mes 2 années de cours de psychologie qui remontent. Il y avait dans cette expérience un acteur qui mimait le fait de recevoir des décharges électriques. Mais la personne qui devait envoyer ces décharges ne savait pas que c'était un acteur à l'autre bout de l'appareil. Elle pensait que la personne ressentait vraiment ces décharges électriques. À un moment donné, on voit la personne qui envoie les soi-disant décharges électriques commencer à hésiter en entendant la souffrance de la personne qui est à l'autre bout de la machine. Et là, l'expérimentateur, donc la personne qui est le scientifique en blouse blanche, qui se tient à côté de celui qui actionne les manettes, qui envoie les décharges, lui dit: vous n'obtenez pas les résultats attendus. Vous devez continuer à augmenter la dose de la charge électrique, monsieur. Ce que Milgram a voulu démontrer avec cette expérience, c'est que n'importe qui, ou presque, peut devenir un bourreau malgré lui. Puisqu'au final, il y a 65% des gens qui ont accepté d'infliger des décharges électriques pouvant conduire à la mort. Ce qui veut dire que 65% de la population au minimum pourrait un jour devenir un bourreau. Donc vous voyez, là on a déjà une partie de la réponse à la question qu'on se pose. J'ai reçu un message sur Facebook qui me disait que je suis trop dans l'extrême avec mon alimentation. Cette dame me disait qu'elle essayait de manger moins de viande, de réduire sa consommation de produits animaux, mais qu'elle n'arrêterait pas d'en manger. Du coup, évidemment, ma démarche à moi, ainsi que mon alimentation HCLF, lui semblait extrémiste. Alors déjà de 1, il y a beaucoup plus extrême que ma façon de m'alimenter. Il y a des personnes qui ne mangent que des fruits mûrs tombés de l'arbre par eux-mêmes, sans qu'on les cueille. Il y a les respirantistes, qui ne mangent que de l'air et de l'eau, etc. Si tu ne veux pas, ou si tu n'arrives tout simplement pas à te passer de produits animaux, c'est ton choix. Ça t'apporte quoi de venir critiquer? C'est une personne qui n'est pas du tout au même stade que moi dans sa démarche. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Nous évoluons tous de façon différente et à une vitesse différente. Je suis loin d'être parfaite. Il y a certaines personnes qui ont pu passer du jour au lendemain d'omnivore à végétalien, ce qui n'est absolument pas mon cas. Si on regarde mon impact écologique par exemple, je suis loin d'être parfaite. J'ai encore une voiture pour certains de mes déplacements. Alors oui, je fais beaucoup à pied, mais j'ai quand même une voiture, alors que je pourrais prendre le train par exemple, ou le bus. Tout ça pour dire que je ne suis pas parfaite, et je ne prétends pas l'être. Ce qui me gêne là-dedans, c'est quand on commence à venir critiquer les gens qui essayent de faire des efforts, ou les gens qui ont réussi. C'est comme si moi je commençais à critiquer les gens qui ne prennent plus l'avion, qui n'ont plus de voiture et qui vont aider à ramasser les déchets avec une association dans la nature tous les samedis après-midi. Et de leur dire « Ah, j'essaye aussi de réduire, mais jamais je n'arrêterai et vous êtes dans les extrêmes ». Non, en fait je remercie ces gens de faire ces efforts pour la planète alors que moi-même je ne le fais pas. Alors, je me suis posé la question de pourquoi cette dame est venue me poster ce commentaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout part de nouveau de la peur. Peur qu'on lui impose une certaine façon de se nourrir. Elle essaye tout simplement d'éviter la dissonance cognitive en réfutant l'idée que l'alimentation que je pratique est la meilleure pour la santé et lui permettrait de ne pas tomber malade et de vivre plus longtemps en bonne santé. Si elle acceptait cette idée en continuant à manger des produits animaux, il y aurait de la dissonance cognitive et ça, notre cerveau ne l'accepte pas. On se trouve des excuses. C'est la même chose pour les fumeurs. Ils le savent très bien que c'est mauvais pour la santé. Ils le savent que ça provoque le cancer et bien d'autres maladies. Mais ils continuent en disant « Il faut bien mourir de quelque chose un jour, non ?» Donc, ma conclusion sera la suivante. Faites de votre mieux. Ce qui est important, c'est d'apprendre et de grandir. C'est pour ça qu'on est sur Terre. Chacun agit à son niveau. Vous pouvez, par exemple, connaître les méfaits de la fast fashion, par exemple, les enfants de 6 ans qui doivent travailler pour fabriquer certains habits, mais de votre côté, vous n'avez pas les moyens de vous offrir autre chose pour vous habiller. Par contre, si vous avez les moyens de faire autrement, faites-le. Je pense personnellement que le changement implique de la tolérance et de la bienveillance.
Alors oui, la véritable méchanceté existe. Il y a des psychopathes, il y a des gens qui font du mal aux autres pour jouir du spectacle de la personne qui souffre. Mais peut-être devrions-nous aussi nous poser la question de pourquoi ces gens existent? Ne sont-ils pas là aussi pour nous faire grandir, pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire évoluer dans nos pensées? Ou au minimum pour nous montrer l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il ne faut pas être. C'est à vous d'évoluer vous-même, de répandre ce que vous pensez être juste, que ce soit par des pratiques, que ce soit par des paroles, c'est égal. Montrez l'exemple, montrez ce qui vous semble bon. C'est notre seule façon de lutter contre la méchanceté, contre la cruauté. On ne pourra pas emprisonner et juger toutes les personnes méchantes sur cette terre. Par contre, nous pouvons montrer le bon exemple. L'arme sociétale contre la méchanceté, c'est l'éducation. C'est comme avec les petits-enfants, c'est la même chose. Et pour finir, sachez que le méchant calcule. Il ne rêve pas. Il pense à la prochaine méchanceté qu'il pourrait faire. Il planifie. Il ne cherche pas quelque chose de mieux pour lui, mais quelque chose de moins bien pour les autres. N'oubliez pas de me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Laissez-moi des pouces en l'air si mes grandes pensées philosophales et mes grandes analyses sur la société ne vous ont pas trop saoulé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec un immense plaisir. Via Felicia à tous!